Alors, je dois d'abord excuser Simon Tessou, le directeur de notre école, qui est en déplacement aujourd'hui, qui est prévu de venir, et finalement il a eu une urgence. Du coup, il m'a demandé d'accueillir Patrick Bouchin au nom de l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand. On est bien content de enfin se retrouver dans cet amphi pour notre première conférence depuis le Covid. Évidemment, dans une configuration un petit peu intermédiaire, puisqu'on n'a pas le droit d'accueillir du public. Donc, c'est la raison pour laquelle... Enfin, on aurait eu le droit dans des conditions très compliquées, donc on a choisi de ne pas le faire. Du coup, on n'a pas fait de trop de communication, en tout cas pas du tout à l'extérieur. On en a fait un petit peu à l'intérieur de l'école. Donc la conférence elle sera filmée, elle est retransmise en direct sur la chaîne YouTube, voilà, ce qui permet d'être en illimité. Quelques mots pour vous dire donc que cette conférence c'est la première depuis le Covid, mais c'est aussi la première de notre cycle biennal qu'on avait commencé d'installer à l'école avant le Covid et puis qu'on a dû un petit peu reporter. Donc on a décidé au sein de la commission de valorisation de la culture architecturale il y a quelques temps maintenant d'organiser nos recherches sur les questions de culture architecturale autour d'un thème. Le thème, c'est une affirmation, l'architecture est un artisanat. Il y a un petit texte qui est associé, qui vous a été transmis il y a déjà quelques mois maintenant. Et autour de ce thème, l'idée est de pouvoir monter une expo au bout de ces 2 ans, qui serait une expo itinérante, et une publication associée. Cette expo et cette publication, on va les construire au fur et à mesure de ces 2 ans. Sur le modèle suivant, c'est qu'on invite donc ce qu'on a appelé des grands témoins ou des petits témoins, je ne sais pas, ça dépend de la taille, des vieillards. Et à l'occasion de ces invitations, on a défini un thème. Donc pour Patrick Bouchin, le thème c'est le temps long du projet, dont on a découvert en préparant les événements d'aujourd'hui que c'était un mot que tu employais très souvent. On ne l'a pas fait exprès. Voilà, donc à chaque fois, il y aura des invités. On vous communiquera bientôt la programmation pour l'année prochaine. Et donc, au travers de cette journée, puisque Patrick est arrivé ce matin, on a fait tout un travail déjà, puisqu'on a passé l'après-midi à réaliser une interview avec Sabine et Patrick, qui sera montée, retranscrite à l'écrit, et qui donc constituera déjà... Donc c'est une longue interview qui a duré 3 heures, dans les conditions du direct. Donc c'était l'occasion... Je sais pas, il doit être un peu fatigué, Patrick, mais c'est l'occasion de dire des choses et de prendre le temps de les dire. Donc en tout cas, on verra le résultat, mais je trouve ça super. Voilà, donc ça, on fera ça à chaque fois. Mais ce qui est important, c'est qu'en réalité, l'exposition finale et puis les expositions intermédiaires et la publication, on ne va pas chercher à montrer le travail de Patrick ou des gens qui viendront nous voir, puisqu'ils ont déjà eu l'occasion largement de le faire. Notre idée, c'est plutôt de valoriser les travaux de l'école de Clermont, ou on pourrait dire l'école clermontoise, au sens de l'école de pensée, en valorisant donc les travaux des étudiants, des enseignants à l'intérieur de l'école ou en dehors de l'école, des praticiens, des chercheurs, de ceux qui sont entre les deux ou carrément à côté. En tout cas, de pouvoir valoriser ça autour des thèmes qui sont les nôtres. Et donc on se sert, si je peux dire, de vous, des gens comme toi, pour nous aider en fait à faire ça. Et donc à l'occasion de chaque venue et des thèmes qui sont définis, on vous avez été sollicité, la communauté enseignante et étudiante, pour participer à ces petits groupes de travail qui vont préparer donc une sorte de petite expo dont le thème sera le temps long du projet, qui se tiendra avant Noël, on va dire, dans notre but, dans notre espoir. Et voilà où on va essayer de rechercher ce qui, à l'école, au sens large, et ceux qui sont capables de parler de ça ou travaillent sur ces sujets. Avec notre idée, évidemment, c'est de produire des choses. Ça peut être
à la fois des textes ou des photos, des dessins, des maquettes, tout ce qu'on veut, finalement, de produire pour constituer cette expo, avec l'idée que ce n'est pas juste une expo de copier-coller, mais une expo au contraire de production. Voilà. Donc c'est Sabine qui va présenter Patrick. Je lui laisse la parole. Merci bien. Bonsoir. Merci bien d'avoir accepté l'invitation pour lancer ce cycle. D'avoir pris du temps sur le temps de la retraite, qui est un temps précieux quand même. Et je vais présenter brièvement donc le parcours, notamment parce que je suis bien contente, il y a des étudiants de première année qui sont dans la salle et donc qui connaissent pas forcément Patrick Bouchain. Donc j'ai pris un peu des notes pour éviter de dire trop de bêtises. Effectivement, c'est né juste après l'armistice, avec des études à l'école des Beaux-Arts de Paris, avec une formation et des centres d'intérêt qui amènent donc petit à petit à être à la fois architecte, scénographe, artiste, maître d'œuvre et urbaniste. Par rapport à ça, d'ailleurs, il y a eu le Grand Prix d'urbanisme en 2019. Ce lien avec les arts, et particulièrement les arts de la scène, est présent pendant tout le parcours. La création artistique, que ce soit avec la création d'espaces scéniques, les chapiteaux, comme la volière Dromesco, le théâtre Zingaro à Aubervilliers, le chapiteau du théâtre du Centaure à Marseille, ou plus récemment le plus petit cirque du monde à Bagneux. Donc ces espaces de création sont au cœur des réflexions architecturales et urbaines et investissent assez rapidement les espaces en friche et notamment les espaces en friche industrielle à vocation culturelle, et ce dès 1985. Donc avec notamment le magasin à Grenoble, le lieu unique à Nantes ou la condition publique à Roubaix, ou encore l'investissement dans le projet de la friche Belle de Mai à Marseille en tant que président de la SIC pendant 5 ans, au moment de la transformation des espaces. Cette pratique artistique aussi, du coup, elle a été présente avec la collaboration de différents artistes, avec Daniel Buren, Sarkis, Bartabas, notamment aussi avec les grands spectacles qui ont eu lieu au moment du passage de l'an 2000, le spectacle des Grandes Roues, où du coup, Patrick Bouchain était à la tête des festivités. Et c'est avec l'agence Construire, donc, qui est créée en 1986, qui revendique et expérimente une architecture HQH, haute qualité humaine. Et cette démarche s'exprime aussi à travers le temps long du projet, mais ça va être l'objet de la conférence. Dans cette démarche, il apporte un soin particulier à la place de chacun dans le projet, que ce soit la place des habitants, la place des ouvriers, la place des politiques. Et pour cela, il définit plutôt le rôle de l'architecte comme celui d'un assistant. C'est cette posture aussi qu'il a orientée du côté de la maîtrise d'ouvrage et non seulement du côté de l'architecte. Donc ce parcours riche et dans une pratique à la marge l'a conduit au fil des âges à l'institutionnaliser, avec notamment le droit à l'ouverture et à l'expérimentation en architecture qu'il a inscrit dans le permis de faire en 2016 avec la loi LCAP, Liberté de création, architecture et patrimoine. Donc aujourd'hui, il est là pour nous parler plutôt du temps long du projet, de la permanence architecturale, qui a été initiée dans de nombreux projets à Boulogne-sur-Mer, et puis plus récemment avec les universités foraines, la preuve par 7, et sûrement d'autres qu'on va découvrir ce soir. Du coup, je laisse la parole. Merci. Pour dire une dernière petite chose très importante, la bibliothèque de l'école a préparé une bibliographie très complète là, sur les ouvrages qui traitent du travail de Patrick. Sylvie, merci. Et voilà, ça vous est très utile. C'était dans la petite affiche normalement, donc vous pouvez l'utiliser. Bon, écoutez...
Voilà, j'ai passé 3 heures en effet à raconter ma vie dans l'école, parce que Boris voulait profiter de ma venue pour avoir un champ très large. Donc c'est pas que... comme j'aime pas me répéter, vous voyez, peut-être que je vais raconter autre chose, voilà, parce que sinon après ça devient, vous savez, voilà, ça devient un peu lancinant. Alors, quand même, juste pour rappeler, si vous voulez, c'est que j'ai toujours considéré que l'architecture était plus large, ou tout au moins l'influence de l'architecture, ou la pratique de l'architecture était plus large qu'à la profession d'architecte. Hein, donc c'est pas pour minimiser ou réduire la profession d'architecte, mais c'est pour dire qu'il ne peut pas y avoir d'architecture ou de possibilité de pratiquer son métier d'architecte s'il n'y a pas un avant et un après. Voilà, donc, et dans l'avant, il y a une chose qui est très compliquée, c'est comment la commande en architecture se réalise. Vous le verrez dans votre vie professionnelle, c'est que voilà, ça ne vous tombe pas comme ça tout cuit. Et il y a donc des méthodes pour permettre donc de choisir des architectes qui sont, voilà, vous l'avez entendu sûrement, le concours. Mais pour faire un concours, il faut un programme. Et pour un programme, il faut un programmiste qui écrit le programme. Et il faut que quelqu'un passe commande donc au programmiste pour écrire le programme. Et qu'est-ce qu'on met dans le programme? Est-ce que on écrit dans le programme qu'il faut faire une salle de cinéma, une piscine ou un théâtre? Alors à ce moment-là, pourquoi réécrire un programme? Parce qu'on peut dire on sait ce que c'est. Et pourtant, comme l'architecture est contextuelle, on est obligé d'écrire un programme qui définit quand même voilà, les contours de cet objet connu. Mais ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que du coup, on a par ça quantifié, rationalisé la commande en architecture. C'est-à-dire qu'on n'a pas, au contraire, simplifié et exprimé le sens même de la commande ou le sens que devrait avoir cette construction par rapport à une demande. Parce qu'avant qu'il y ait la commande, il y a une demande. Et donc, de qui vient la demande? Est-ce que la demande vient de celui qui se servira de la réalisation, ou est-ce que celui qui demande est éventuellement celui qui s'en servira, peut-être comme un futur employé de la structure, ou qui s'en servira comme un spectateur, ou peut-être comme simplement un riverain qui aura une vue sur la construction. Donc c'est très compliqué. Et dans nos sociétés démocratiques, comme on ne peut pas accepter que la commande soit le fait d'une personne, et que cette personne donc, se permette de passer commande et de dire voilà ce que je veux, on passe par des préalables qui très souvent détruisent disons, la simplicité que pourrait avoir la demande et ne libèrent pas l'imagination de celui qui va la concevoir. Et celui qui la conçoit se met donc dans la même disposition de contraindre ce qu'il a conçu de telle sorte que ce qu'il a conçu soit exécuté. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de différence entre ce qu'il a conçu et ce qui sera construit, voire peut-être même qu'il n'y ait pas d'autorisation de modifier ce qu'il a conçu et ce qui a été construit dans le temps, considérant qu'il y a voilà, un droit d'auteur ou éventuellement un droit moral de l'artiste qui fait que l'œuvre ne peut pas être modifiée ni altérée. Et donc moi j'ai trouvé que c'était, voilà, cette position était intenable, qu'elle ne m'intéressait pas, et que je voulais revenir peut-être à une commande qui serait une commande peut-être exprimée par quelqu'un, parce qu'il ne peut pas y avoir une commande abstraite ou inhumaine, mais dont cette commande pourrait apparaître par quelqu'un qui porte un intérêt général, ou quelqu'un qui peut être, voilà, qui pourrait apparaître comme comprenant un manque que personne ne peut exprimer, mais que lui, vous voyez, comme un travail artistique, peut-être par un travail profond sur la création, peut-être exprimer quelque chose que personne d'autre ne peut exprimer. Et vous, ça vous est déjà arrivé, vous allez visiter une exposition d'art, vous voyez un film, vous voyez une architecture, vous vous reconnaissez dans l'œuvre produite, et presque au point de dire j'aurais pu le faire, ou c'est incroyable que ce soit fait, ou c'est incroyable, avant d'avoir vu cette œuvre ou entendu cette musique, il y avait chez moi un handicap qui faisait que je sentais la nécessité d'eux,
mais j'étais incapable de matérialiser ce manque que j'avais en moi. C'est tout le travail artistique qui, en effet, n'a pas d'objet, qui est un objet, comme la philosophie, qui a un sujet dont l'objet est irréfléchi, c'est de réfléchir sur quelque chose voilà, qui est impalpable, et c'est cet irréfléchi qui fait qu'à un moment donné, il y a une chose totalement inattendue qui apparaît, et par l'inattendu, vous avez une sorte de surprise qui, en vous, révèle quelque chose qui est enfoui. Voilà, c'est comme l'amour ou l'amitié, vous voyez, vous ne pouvez pas le programmer, pas le commander, et à un moment donné, c'est une même personne que peut-être vous avez vue plusieurs fois, et qui, une fois dans un contexte où vous-même, ayant changé entre la première fois où vous l'avez vue, vous devenez ami ou vous tombez amoureux ou amoureuse de cette personne. Qu'est-ce qui a fait que cet inattendu change toute votre vie et éventuellement révèle chez vous voilà, un état de jouissance, on pourrait dire, voyez, ou un état féerique. Et donc, comme on pourrait dire qu'aujourd'hui, l'architecture est loin d'être féerique, et la construction, quand vous voyez comment on construit les choses, est loin d'être une jouissance au travail, je me suis dit, c'est pas possible. Alors, on ne peut pas avoir un travail aliéné pour produire une architecture, on ne peut pas avoir une commande aliénée pour produire une architecture, et on ne peut pas avoir le plaisir d'utiliser une architecture si on sent que cette architecture porte de la souffrance, ou porte, disons, un état voilà, inexprimable même. Donc, alors j'ai commencé à me dire, ben, je vais peut-être travailler sur la commande. C'est-à-dire comment on pourrait revenir à cette commande telle qu'elle a existé dans l'histoire de l'architecture. Vous-même, voilà, avant d'être étudiant, vous avez voyagé, que ce soit dans la France ou même dans votre quartier. Il y a des moments où il y a une émotion, où il y a une adéquation sur un détail ou un ensemble, ou peut-être même en allant dans une autre culture, en voyageant, d'ailleurs c'est le but du voyage, vous rencontrez quelque chose qui ne correspond pas du tout à l'éducation ou à la culture que vous avez, et pourtant c'est la même chose, puisque c'est une maison par exemple, ou c'est un paysage, c'est un arbre, c'est la mer, une montagne et autres, et il y a une disposition qui fait que voilà, vous êtes totalement chamboulé et retourné. Et donc, on pourrait dire que très tôt, vous êtes sensibilisé. Enfin, on peut dire, c'est pour ça que c'est un métier absolument incroyable, parce que c'est un métier où vous êtes tout le temps concerné par la chose. Vous voyez, dans cet amphithéâtre, pendant que j'arrivais, on le regarde tel qu'il est, on mesure son acoustique, sa température, sa lumière, on essaye de savoir s'il a éventuellement un parfum, on essaye de voir si la disposition des sièges est conviviale, et qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas conviviale? Est-ce que c'est la rectitude, la couleur, la courbe et tout? Vous voyez, tout ça, c'est une très grande subtilité. Alors je me suis dit, je vais essayer de travailler sur le plus petit, et c'est pour ça qu'on va aborder le temps long, c'est est-ce que la plus petite chose peut permettre justement cette liberté de la commande. Parce que la grosse chose, on dit, allez, commander un hôpital, c'est sûr qu'on ne peut pas dire c'est pour soigner des malades, vas-y. Donc il y a des moments où la programmation, où la commande est obligatoirement une commande qui doit définir la fonctionnalité. Mais on peut penser que quand même, pour revenir à l'hôpital, la maladie, elle est aussi, elle doit être prise en compte par l'espace, par disons, le rapport que, en tant que malade, vous aurez avec la personne qui soigne, et très souvent d'ailleurs, l'institution dans son ensemble est à soigner, ou l'institution dans son ensemble se soigne. Voyez, donc c'est très complexe. Vous voyez. Alors du coup, je me suis dit, bon, je ne vais pas m'attaquer sur un gros sujet où on ne me laissera pas faire, et où je ne pourrai pas le démontrer, mais je vais prendre la plus petite chose. Et donc, j'ai commencé à travailler sur ce que les autres ne voulaient pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que quelqu'un ne veut pas faire? Alors, il y a des objets dans votre vie courante qui sont tout à fait liés à l'architecture dont personne ne s'occupe, par exemple. Et c'est vrai que en art, ou tout au moins dans, on va dire, les grandes pratiques artistiques, il y a des pratiques artistiques qui ont besoin de lieux. Il y a des pratiques artistiques qui ne peuvent pas se faire n'importe où il y a des artistes qui font des expériences de lieux qui n'étaient pas faits pour, et par la rencontre entre l'art et le lieu, il y a une légère modification du lieu,
et peut-être le lieu influençant l'art ou la pratique. Alors, comme mon âge correspondait à une époque où il y avait une sorte de grande liberté qui s'installait et une revendication pour beaucoup d'artistes de considérer que l'institution ou le lieu institutionnel n'était pas conforme au travail artistique. Alors, mais, par exemple, le théâtre. Vous voyez, est-ce que le théâtre est un art qui relève de la pensée, si vous voulez, qui est en même temps un art, qui est un acte qui est joué. Vous voyez, c'est un acte formidable. C'est un acte qui est joué. C'est un acte qui est répété tous les jours. C'est pas comme le cinéma et autres, une fois fait, mis en boîte et tout, on le passe. C'est un art qui est répété. Et c'est un art, d'ailleurs, qui est influencé par le public qui regarde cet acte-là. Et donc, je me suis dit, en fin de compte, entre le théâtre et l'architecture, c'est pas très loin. Il y a un public, voilà, il y a un jeu, il y a donc des acteurs qui, suivant leur humeur, ou suivant voilà, la fatigue, ou je sais pas, vont jouer différemment. Et il y a une alchimie qui se passe, donc, et les acteurs le disent souvent, entre le spectateur et l'acteur, qui ne se reproduit pas de la même façon tous les jours. Mais au même titre, si vous voulez, c'est qu'on ne voit jamais le travail préparatoire à cette représentation, ça s'appelle une représentation. Il y a un travail préalable qui est un travail qui est quelquefois un temps long, mais vous ne pouvez pas imaginer. On disait à l'époque, 1 heure sur un plateau, pour un danseur, c'est 1000 heures de répétition. Et donc il y a un temps long, invisible, qui est visible éventuellement pour le danseur, qui est visible pour la personne qui est professeur de la danseuse ou du danseur. Mais au moment où cet acte se montre, vous n'envoyez qu'un tout petit morceau et vous envoyez l'excellence, mais il y a l'excellence parce qu'il y a le temps long d'avant. Vous voyez, c'est pas le temps long besogneux où il faut, voilà, bon, on n'en peut plus, lâche là, la truc, quoi, voilà, non, pas du tout, au contraire, c'est toc, d'un seul coup, il y a l'excellence qui arrive, et cette excellence, elle n'est pas garantie. Voilà, ce n'est pas parce qu'il y a 1000 heures de travail qu'elle est garantie. Il y a un inattendu, il y a un souffle voilà, qui change un peu. Et vous le voyez, vous êtes allé au concert et autres. Vous avez des chefs d'orchestre qui jouent la même œuvre, peut-être pas dans la même salle ou peut-être pas avec le même orchestre, mais voilà, on s'appuie sur des choses qu'on a déjà entendues, qu'on va réentendre. Et on va mieux l'entendre, ou voir, on va l'entendre de telle sorte qu'on va avoir un regard critique sur ce qu'on avait entendu avant. Vous voyez, il y a une sorte de relation quand même intellectuelle. Pour l'architecture, ça n'existe pas. Voilà, c'est comme si le passé, table rase, hein, donc il faut qu'il n'y ait rien, hop, on dégage. Éventuellement, l'écrit, je ne sais pas si vous avez déjà lu des textes écrits par des architectes pour décrire l'architecture, ça relève de l'analphabétisme, c'est incompréhensible. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un texte précontentieux pour un procès futur et tout, mais c'est surtout, il ne faut rien comprendre. Et pourtant, ça devrait aider à construire quelqu'un qui devrait comprendre par l'écrit la pièce à construire. Alors du coup, je me dis, je vais faire le tout petit. Je vais plutôt travailler pour le théâtre et je vais travailler sur ce que les artistes réclamaient à l'époque. Peut-on montrer ce que l'on fait là où on a préparé ce que l'on montre? Ou peut-on montrer ce que l'on fait là où on travaille? Oui, parce que voilà, vous allez à l'opéra, peu importe lequel et tout, bon voilà, le hall, la billetterie, les escaliers, je sais pas quoi, le foyer, on arrive, la salle, bon, tout, et puis d'un seul coup, le rideau se lève et se joue, là, au moment de lever du rideau, je sais pas, un drame ou éventuellement une romance. Il y a un décalage à un moment donné, bon, au bout d'un certain temps, vous oubliez, le noir se fait, tout, la pièce ou l'œuvre est magnifique, vous arrivez à faire abstraction. Puis, pong, ça tombe, le rideau se referme, toute la lumière s'allume, et hop, on se retrouve dans le hall. Bon, le sujet qui a été traité, voilà, par-dessus la jambe. Bon, c'est une œuvre, hop, on y va. On a été marqué, mais on n'en parle même pas. D'ailleurs, le lieu n'est pas fait pour en parler. On se quitte, on prend sa voiture et ça suffit. Donc, il y a des gens à l'époque qui disaient on devrait avoir un lieu à soi pour travailler, un lieu dans lequel, en effet, on apprend à vivre ensemble pour produire une œuvre commune. Et avant de partir en tournée, parce que ça n'exclut pas du tout de partir en tournée, mais avant de partir en tournée, on montre au moins quelques fois le travail là où on l'a produit. C'est-à-dire que de relier
l'endroit où on habite, hein, parce que c'est une forme d'habitation, de relier l'endroit où on habite avec l'œuvre produite. Ça paraît une banalité ou une palissade, mais ça n'existait pas. Ça existait, mais ça n'existait pas. Alors du coup, vous vous trouvez là, pour un architecte, vous voyez, comme quelque chose qui, voilà, que personne n'accepterait. Ça pourrait être tout simplement, est-ce que l'endroit où je travaille est un endroit où l'acoustique est bonne? Par exemple, le loyer est pas cher, la hauteur est bonne, je sais pas quoi, la lumière est belle, mais l'acoustique va bonne. Donc c'est éventuellement comment, en tant qu'architecte, peut-on percevoir qu'est-ce qui fait que cette acoustique n'est pas bonne? C'est pas la peine de passer par un acousticien, ou peut-être passer par un acousticien, mais de dialoguer. Qu'est-ce qui fait? Parce que c'est pas une qualité acoustique de type laboratoire ou studio d'enregistrement, c'est-à-dire qu'une serait une acoustique standard, mais c'est éventuellement, comme le font tous les acousticiens, d'une acoustique particulière. Parce qu'à cet endroit-là, peut-être que voilà, la tôle, ou je sais pas quoi, ou même le bruit de la rue. Moi, j'ai déjà fait que des lieux, peut-être que le bruit de la rue puisse rentrer, que le bruit de la pluie puisse, au contraire, être considéré comme un moment où on est relié à l'extérieur. C'est Jacques Copeau, qui était un grand metteur en scène et qui a modifié complètement le théâtre donc, au début du XXe siècle, qui disait, mais comment peut-on répéter sans voir le temps qu'il fait dehors? Oui, on peut répéter à la lumière, à la ventilation, et après on va jouer sur le plateau en fermant les volets. On n'est pas obligé d'avoir toujours une boîte noire, et toutes les boîtes avant étaient rouges et dorées, et maintenant toutes les boîtes sont noires au prétexte que toutes les salles doivent être noires. Alors du coup, voilà, comment un architecte peut-il percevoir la qualité du déjà là? Parce que si l'endroit a été choisi par cette personne qui est déjà quand même soucieuse de l'environnement dans lequel elle va travailler, comment le déjà là qui est choisi intuitivement et peut-être par une personne qu'on considérerait comme incompétente, comment ce déjà-là choisi est une entrée dans une perception subtile et sensible de l'architecture. Et comment, de ce qu'on dit, mais écoute, pour ça, il suffit de pas grand-chose, il suffit peut-être de jouer avec un gros manteau, ou éventuellement de mettre de la paille, je sais pas quoi derrière, ou je sais pas quoi. Et d'un seul coup, vous rentrez dans une façon de faire de l'architecture qu'aucun architecte ne fait. Aucun. Voyez, sur la température, mettons, quels sont les architectes qui savent que l'hygrométrie ou la température joue sur l'acoustique? Donc personne, ça n'intéresse pas. Il y a une température, il y a de l'hygrométrie, pour éventuellement peut-être pas avoir mal à la gorge, je sais pas quoi, et puis je sais pas quoi, puis tout ça c'est empilé, puis tout ça c'est pas terrible, alors on corrige. Voyez, on ne fait que corriger. On dit on corrige l'acoustique, on corrige la lumière, on corrige la température, on corrige. Alors qu'en fin de compte, il ne faudrait pas faire ça. Il faudrait dire mais qu'est-ce qu'il y a? Et peut-être que ce qu'il y a est mieux que ce qu'on attendait. Même ce qu'il y a est un inattendu qui permet d'aller plus loin. Alors j'ai travaillé pour des gens très pauvres, parce que bon, voilà, ils avaient le même âge que moi et pas de moyens. Et donc j'ai fait mon métier comme ça. Alors j'ai commencé par le théâtre, hein, ça c'est sûr. Et ensuite, bien sûr, je suis allé vers la musique, parce que théâtre et musique, c'était très lié, la danse, voilà, le cirque, parce que à ce moment-là, toutes les formations institutionnelles étaient quelquefois même de mauvaise qualité. Voyons, on était à l'époque où voilà, ne rien faire, c'était faire. Ou mal danser, c'était danser, ou ne pas danser, c'était de la danse. Voilà, c'était une sorte de refus, ce qui n'est pas critiquable. On peut dire ne pas peindre, c'est peindre, ou voilà, ne pas avoir de cadre, voilà, ne pas avoir de châssis, ne pas avoir d'œuvres décrochables, ou d'avoir des œuvres in situ, c'est pas sans intérêt, c'est une réflexion critique sur le comportement d'une activité artistique. Mais là, on pourrait se dire, quand même, est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver entre nous quelque chose voilà, qui est complètement perdu? Alors j'ai fait comme ça et je suis devenu, vous vous rendez compte, c'est assez terrible, parce que moi qui suis plutôt à la marge, ou plutôt contre la règle, ou contre le règlement, ou pour une liberté de faire, je suis devenu du coup un spécialiste de la réglementation. Parce que tous ces endroits-là étaient en fin de compte interdits. Et tous ces endroits-là, ils étaient interdits parce qu'ils étaient non conformes. Donc j'ai commencé à faire mon métier, en fin de compte, sur le sensible perçu par d'autres, et comment ce sensible peut devenir une architecture voilà, avec du sens. Et après, comment
la réglementation, parce qu'elle nous arrivait dans le nez, comment cette réglementation peut nous empêcher de faire quelque chose qui est pourtant dans l'intérêt général. Alors du coup, je suis devenu un spécialiste de la réglementation, mais je ne suis pas devenu un spécialiste en disant je vais apprendre toute la règle pour pouvoir jouer avec la règle, mais je vais essayer de voir dans la règle ce qui n'est pas humain. Puisque voilà, l'architecture, comme là ça a été dans la présentation, d'une haute qualité humaine, bon, haute qualité environnementale, pourquoi pas, mais enfin la haute qualité humaine emmène en général un environnement général, c'est autre chose que de la technique, c'est quand même des rapports humains ou vivants. Alors du coup, je suis devenu un spécialiste parce que j'ai tenté de voir ce qu'il y avait d'absurde dans la réglementation et de retourner des situations non pas en méprisant la personne qui voilà, était tentée d'empêcher de faire ce que je faisais ou d'appliquer la règle parce que voilà, elle obéit, mais de dire nous vivons ensemble et nous allons construire des choses ensemble. Et est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que ce que l'on a comme règle est favorable à se vivre ensemble? Aujourd'hui, c'est un mot passe-partout, vivre ensemble, le lien social, le Covid, machin et tout, là, on ras-le-bol. Mais enfin, ça n'empêche que les lois, les règles, tout ça, c'est pour vivre ensemble. On va à l'école pour quand même apprendre des choses à vivre ensemble, et ainsi de suite. Alors du coup, j'ai commencé à regarder la réglementation, mais presque comme un analphabète, comme quelqu'un, comme un candide ou comme un incompétent qui voit la chose. Alors, je vais quand même vous donner des exemples, parce que ça pourrait apparaître comme abstrait. Alors, un jour, j'ai fait après des grands concerts de rock. J'ai été, à un moment donné, parce que dans les usines, il y avait plein de choses qui se passaient. J'ai même fait des meetings politiques, parce que du coup, dans les usines ou dans les grands halls, voilà, il y a plein de choses qui se font. Je fais, mettons, les concerts des Rolling Stones, vous voyez. Voilà, moi, j'écoutais même pas les Rolling Stones. Moi, je veux dire, mais on m'appelle comme quoi le concert ne pouvait pas se tenir, ou Iggy Pop, mettons, ne pouvait pas se tenir, et donc il fallait que le concert se tienne. Alors, un jour, j'ai fait un grand concert comme ça pour des groupes de rock, et il faisait très très froid. C'était un grand hangar au Bourget, qui était un hangar d'avion. Donc c'était un truc, vous voyez, vous pouvez imaginer ce que c'est qu'un hangar d'avion. C'est quand même très grand, très haut, très bien ventilé et tout. En plus, les hangars qu'on utilisait n'étaient pas toujours en très bon état, donc il y avait beaucoup. Hein, mais c'était formidable parce que c'était de plein pied. Et donc, on pourrait dire, il n'y avait pas mieux sur le plan de la sécurité que de l'autre côté du hangar, il y avait des pistes. C'était au Bourget. Hein, donc, il y avait des pistes. Donc, ça veut dire que l'accessibilité des véhicules de secours, la sortie de plein pied pour tout, l'accessibilité handicapée, enfin, on ne pouvait pas faire mieux. La ventilation naturelle, le désenfumage, vu la hauteur, avant que la fumée remplisse, et tout, on ne pouvait pas faire mieux. Donc, moi, je fais pas, voilà, je ne demande pas vraiment d'autorisation. Toc, toc, je m'installe, je fais la scène, tout ça, hop, là, lumière, machin, sono, tout, loge, et on me dit, bon, il y a un problème quand même, il fait trop froid, et pour disons, le backstage, où il y avait toute la partie artistique et tout, il faudrait que tu chauffes, quoi, parce que quand ils attendent, et puis même quelquefois quand ils ressortent, le choc, tout, comme ça, il faut que tu les chauffes un peu. Donc voilà, quand on n'a pas d'argent, je cherche des chauffages et je trouve de l'argent, enfin je trouve des chauffages comme vous en avez maintenant sur toutes les terrasses de café. Je trouve vous savez, on chauffait avec du gaz, un bouteille de but à gaz, un tuyau et un panneau radiant. Donc j'installe tous mes panneaux radiants, tout ça, tout le monde est d'accord, impeccable, hop, on peut régler, hop, machin, coûtait pas cher, quelqu'un m'avait loué ça pas cher et tout. La commission de sécurité arrive, et donc tout le monde, alors vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est une commission de sécurité, c'est, voilà, vous avez le représentant du préfet, le représentant du maire, après il y a les pompiers, et puis après, voilà, il y a les services de police locale et tout, parce qu'il faut donner une autorisation pour l'ouverture, pour le concert du soir, quoi, voilà. Donc c'est pas une visite comme vous en aurez peut-être sur des bâtiments pérennes, mais sur un bâtiment provisoire, en fait, quand il y a une commission de sécurité qui passe avant l'ouverture, pour dire, bon, bah, c'est bon, on ouvre. Vous avez dit avant que vous faisiez un concert, mais vous n'avez pas dit comment. Et il s'arrête, et à un moment donné, il dit, mais c'est quoi ce chauffage? Ben, je dis, c'est le chauffage, il dit, mais c'est interdit. Il dit, comment c'est interdit? Il dit, oui, c'est interdit, ce chauffage est interdit. Ben, je l'ai loué. Donc c'est un appareil conforme, je veux dire, je l'ai loué, donc c'est interdit dans quelles années? C'est interdit dans les établissements recevant du public. Je dis, mais attendez, je ne comprends pas bien. Moi, je l'ai loué à quelqu'un qui en installe dans les églises. Donc, puis même moi, j'ai été déjà dans des églises, il y a des panneaux radiants dans les églises et tout pour chauffer. Je veux dire, moi, je vois pas bien.
Alors, le pompier me dit, mais oui, mais écoutez, c'est un lieu de culte. Je dis, attends, c'est un lieu de culte. On ne va pas parler comme ça. On va dire qu'il y a, dans les églises, il y a des gens qui chantent. Il y a des gens qui sont assis, qui écoutent des gens qui chantent. Donc après, bon, en effet, ils chantent des chants religieux. Enfin, ils chantent et d'autres sont assis. Et puis, on chauffe parce qu'il fait froid. Il dit, oui, mais les lieux de culte sont en pierre. Je dis, attends, vous plaisantez. Les lieux de culte, ils étaient traditionnellement en pierre. Mais quand même dans la grande banlieue parisienne, il y a des églises dans lesquelles je suis allé, qu'on a appelées les chantiers du cardinal, qui sont des églises contemporaines, qui ont été construites par des architectes contemporains de grande qualité d'ailleurs, certaines. Elles sont en bois, voire certaines sont en acier. Et j'en connais une d'ailleurs construite par un grand architecte, Albert, qui a construit Jussieu et tout. Là, je dis, elle est magnifique, elle est toute petite structure, on a l'impression que c'est une dentelle, c'est magnifique. C'est un lieu de culte. Il dit, oui, mais c'est un lieu de culte. J'ai mis en fer. Oui, mais c'est un lieu de culte. Je dis, mais attendez, voilà, dans 3 heures, il y a 20 000 personnes qui viennent pour un concert, je vais leur dire que je ne peux pas chauffer et que le concert n'a pas lieu. Alors le préfet commence à dire, oui, il va y avoir une émeute et tout, mais comment on va faire et tout. Et moi, je dis, je ne peux pas ne pas chauffer. Et sinon, l'artiste rompt le contrat, il ne chante pas et tout. Alors je cherche, puis à un moment donné, je dis, écoutez, et si on simplifiait? Il dit, mais comment vous allez simplifier un problème pareil? Il dit, ben, ici, je disais une messe avant le concert. À ce moment-là, je dis, non, vous prenez pour des cons, là. Je dis, mais non, moi je suis copain avec le curé du Bourget, c'était un prêtre ouvrier, il est en blouson noir et tout. Là, je veux dire, moi je l'appelle, je le connais, et il va venir dire une messe, il va bénir la salle. Il va être vachement d'accord, c'est un rocker. Il va bénir la salle, et quand elle sera le sabini, on enchaînera par un chant. Il y avait déjà des gens dans les églises qui chantaient des guitares, on jouait par guitare, on va chanter. Mais vous n'oserez pas le faire. Mais attendez, non seulement je vais oser le faire, mais je vais le demander tout de suite. Je vais aller, vous me laissez là, un quart d'heure, c'est pas loin, là, je sais où il habite, je vais le chercher et tout. L'autre, je le ramène, l'autre, il dit, bah, bien sûr que, attends, je vais t'aider, aucun problème. Moi, je te bénis la salle, allez, hop, on commence, et puis ce soir, tous les jeunes et tout. Et donc, j'ai ouvert la salle du Bourget comme ça. Ouais. Et bien, vous voyez, ça, j'ai mis personne en difficulté sur le plan de la sécurité. Personne. Parce que les conditions étaient aussi bonnes qu'à Notre-Dame, voilà, ou dans une cathédrale. Et je n'ai mis personne en difficulté parce que je ne vois pas pourquoi un lieu de culte, on n'a pas révisé que les lieux de culte ne sont plus en pierre et on pouvait dire qu'on pouvait mettre du gaz dans un lieu de culte parce que la pierre ne brûlait pas. Voyez, et on n'a pas changé le règlement. Lieu de culte égale chauffage au gaz, pas par nos radiants. Et donc, du coup, je pourrais vous en raconter à peu près une centaine, comme ça, parce que vous changez la dénomination des choses et à un moment donné, la question se pose. Voilà. Alors, du coup, je me suis dit, mais peut-être que donc la langue, la linguistique, donc je sais pas, la politique, peut-être que c'est ça la règle. Voilà, peut-être que c'est la façon dont la sociologie, la façon dont les gens nomment les choses, comment on a séparé les choses qui sont pourtant des choses identiques. Et donc, du coup, je suis rentré, on pourrait dire, par la toute petite porte, qui était travailler pour le plus petit, travailler pour le moins riche, et travailler éventuellement sur la réglementation, on pourrait dire ce que voilà, tous les architectes ne voulaient pas faire, commencent à faire, mais quand même ne voulaient pas faire. Alors du coup, je me suis dit, mais pourquoi on ne nous l'enseigne pas? Voilà, ça, pourquoi on ne l'enseigne pas? Pourquoi on ne nous enseigne pas que le parfum fait partie de l'architecture, que la température fait partie de l'architecture, que l'acoustique fait partie de l'architecture, que la lumière fait partie de l'architecture, la lumière naturelle, mais la lumière artificielle fait partie de l'architecture, et que la réglementation fait partie de l'architecture, et que la commande, le programme fait partie de l'architecture, que la maintenance fait partie de l'architecture, que puis ouais, pour en faire une liste comme ça, on peut dire, en fin de compte, tout est architecture. On pourrait le dire. On pourrait presque dire que, puisqu'on vit ensemble, qu'on est obligé de construire des choses ensemble, qu'on est obligé de construire des choses pour qu'on puisse être heureux ensemble, et aussi simplement, peut-être qu'on pourrait faire autrement. Puis après, un jour, je me suis dit, mais en fin de compte, on n'arrête pas de dire que c'est un métier de spécialiste. Alors, je me suis attaqué à ça. Je me dis, mais en fin de compte, c'est un métier de spécialiste, mais est-ce que les architectes savent construire? Alors, je me suis dit quand même, c'est pas garanti.
Alors donc ça veut dire qu'il y a un spécialiste plus un spécialiste. Les spécialisés, c'est pareil. Il y a des fois, bon, l'architecte et l'ingénieur structure, comme ça influe la forme. Bon, là, on peut dire qu'il y a une complémentarité, on accepte, quoi. Mais voilà, un ingénieur sur, vous voyez, la ventilation, on lui donne des choses à faire, et puis on lui dit, voilà, démerde-toi. Donc on a vu arriver voilà, des gaines, des faux plafonds, des faux planchers, pour cacher tout ce qu'on ne savait pas maîtriser. Donc on a construit pour diminuer les volumes. On a construit des choses, ça coûte cher de construire, et on a diminué les volumes pour avoir, en fin de compte, voilà, des faux ou des doublages, ça s'appelle comme ça, dans lesquels on fait passer toutes les erreurs. Les doublages de cloisons, si vous démontez une cloison dans un immeuble construit même par un priscaire, vous démontez dans une tour, vous mettez la tête dans une gaine verticale d'une tour magnifique, vous êtes effaré de savoir ce qu'il peut y avoir dans la gaine. Dans les faux planchers, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il y a. Dans les faux plafonds, on n'en parle pas. Et dans les gaines, vous ne savez même pas, personne n'a jamais démonté une gaine pour aller voir ce qu'il y a dedans après 10 ans de fonctionnement, quoi. Et que c'est soi-disant pour nous amener l'air et éventuellement le bon air. Voilà. Donc, personne. Vous voyez, on le voit des fois quand on démolit ou qu'on réhabilite des immeubles, on voit des mecs qui coupent à la tronçonneuse des gaines et puis on les empile voilà, dans un container pour récupérer le métal et l'autre le plâtre et tout. Enfin bon, voilà, moi je me dis je ne peux pas vivre dans un monde comme ça. Je vais essayer de faire qu'il n'y ait pas de gaines. Je vais essayer de faire qu'il n'y ait pas de faux plafond. Je vais essayer de faire qu'il n'y ait pas de doublage. Je vais essayer de faire... Et en retirant, je me suis rendu compte que ça coûtait moins cher. Donc un jour, je me suis dit, mais peut-être qu'en réfléchissant comme je le fais, je peux faire une construction qui coûte la moitié du prix dans son coût de construction et qui coûte peut-être, enfin qui apporte en plus de l'économie peut-être plus de volume, donc plus d'air naturel, peut-être que plus de volume, c'est des fois pour le comportement psychologique dans une classe, voilà, il n'y a aucune raison. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre qui s'appelle La dimension cachée de Edward T. Hall. C'est magnifique. Il y a un moment donné, quand vous mettez un animal dans une cage, il tourne en rond, puis vous lui mettez un bain, il a un territoire qui lui correspond. Il n'y a aucune raison qu'on soit pareil. Et vous-même, vous l'avez vu, on est de trop dans une pièce, l'acoustique ne marche plus, il y a un équilibre à trouver. Et donc, je me suis dit, je vais travailler sur ça. Alors, j'ai fait des choses qui, en effet, n'étaient pas a priori dessinées. Vous voyez, au sens où on l'entend, c'est une conversation qu'on a eue cet après-midi avec Boris, où il n'y a pas un a priori formel. Il y a une forme qui apparaît, mais il n'y a pas un a priori formel. Parce que au théâtre, j'avais vu qu'il n'y avait pas un a priori formel. Il y a un a priori pour produire quelque chose qui a du sens, et la forme vient par le sens qui permettra à la personne de prendre sa forme. C'est le sens qui va lui permettre qu'elle prenne sa forme. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais travailler sur une architecture, en gros, que je vais décrire, comme je le fais avec vous, là, ce soir. Donc, je vais raconter des histoires, et je vais raconter des histoires à des gens qu'on prend pour des imbéciles, qui sont en fin de compte des incompétents. On ne peut pas leur demander leur avis, ils sont trop bêtes, ils sont étrangers, ils sont trop jeunes, sont des femmes, ils n'ont pas d'avis sur le sujet, tout, voilà. Ça. Et puis je vais raconter, et en racontant, je vais construire, éventuellement comme si je faisais une mise en scène. En racontant, c'est comme si je racontais à quelqu'un qui va jouer une pièce, je sais quel rôle je vais faire jouer à quelqu'un. Alors je peux, même à une femme, je peux exprimer le sentiment qu'elle devra avoir pour jouer tel rôle, où je vais raconter d'ailleurs la pièce qu'on va jouer. Et d'ailleurs, en plus, cette pièce, non seulement, c'est pas simplement un texte contemporain, mais c'est peut-être un texte très ancien, qui est un texte, mettons, du théâtre grec, qui a été rejoué donc au XVIIe siècle en France ou en Italie, parce qu'on a réinterprété des pièces dans lesquelles il y avait des mythes fondateurs ou des mythes universels, et donc on peut rejouer, voyez, une énième fois la jalousie, et on peut rejouer. Qu'est-ce que c'est que, mettons, voilà, l'amour ou la jalousie ou la tristesse et autres, et on peut le retrouver dans un mythe
Et ce mythe, en fin de compte, il vient de très très loin. Et le rejouer, c'est le réactualiser pour comprendre et se rattacher d'où l'on vient. Il n'y a pas d'un seul coup la table rase et hop, toute l'architecture est un mouvement international et d'un seul modèle. Alors du coup, je me suis dit, je vais commencer un peu comme ça, à retrouver des textes fondateurs, à raconter à des gens qu'est-ce que c'est que d'habiter, comme je le fais un peu avec vous là, mais sur le temps long, parce que là, ouais, nous, on va faire un temps court, donc le temps que vous le digériez, d'ailleurs, on ne pourra même pas dialoguer, parce que j'ai une avance sur vous, donc ça ne serait même pas bien que je vous donne la parole, parce que je gagnerais. Donc, mais du coup, le temps long, peut-être que demain, mais peut-être que si on partait faire une marche à pied, peut-être qu'en marchant ensemble, à un moment, il y aura un sentiment que vous ressentirez en passant peut-être dans un sous-bois ou une fraîcheur, un parfum, un air. Tiens, en fait, quand vous avez parlé hier de température, ça, mettons, à votre avis, quand on dit le ressenti, oui, c'est nouveau. On est à une période où tout est juste, tout est précis, machin, centième de seconde, machin et tout. Puis il y a un con là qui fait la météo et tout. Il y a 13 degrés, mais le ressenti c'est 12. Voilà. Ça veut dire quoi ça? Et il a raison quand même. Mais à ce moment-là, ça ne va pas nous dire qu'il fait 13. Il faut me dire il va faire frais, ou il va faire plus froid qu'hier, ou il fera plus froid que demain, je ne sais pas quoi. Voyez. Et donc du coup, au moment où on va vivre longtemps ensemble, mais pas vivre au sens qu'on sera tout le temps ensemble, mais voilà, vous êtes mes étudiants, on se promène et tout, à un moment donné, je vous revois. Dans le temps long, vous allez lentement rentrer en communication avec moi. Je me suis dit, donc, je vais faire comme ça. Je vais raconter l'architecture que je veux faire à des gens qui sont concernés, soit parce que le sujet les intéresse, pas plus, soit parce qu'ils sont voisins, soit parce qu'ils sont éventuellement un commanditaire habituel, ils ne peuvent pas s'en sortir. Parce que l'idée, c'était toujours de dire, donnez-moi ce que vous ne savez pas faire. Ne me donnez surtout pas ce que vous êtes persuadé de savoir faire. Donnez-moi un truc, mais vraiment impossible. Vraiment le truc que personne ne veut faire, d'ailleurs le truc que vous n'arrivez pas à faire. Et donc, du coup, je vais commencer à le raconter, et en le racontant, je vais laisser apparaître cet infime instant qui fait que le groupe se constitue, et je vais l'emmener le plus loin possible. Et donc, pour tout ce qui était de dire, les gens ne savent pas, j'ai commencé à développer que l'art le plus populaire, c'était l'architecture, parce que tout le monde habite. Voilà. Tout le monde a eu une expérience d'architecture. Tout le monde. Même un enfant, dès les premiers jours et tout, il a une expérience d'architecture, la température, le volume et tout. Et donc, je me suis dit, en fin de compte, je vais associer les enfants, les vieux, les gens qui ne parlent pas la langue, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, c'est qui les constructeurs? Je me suis dit un jour, mais c'est qui? Tiens, je vais faire un test sur un chantier. Je vais faire, pas une enquête, mais simplement je vais faire une conversation sur un chantier. C'est qui? Mais toi, tu habites où? Tu viens d'où? Et tu as appris ton métier où? En fait, compte, là, tu es sur le chantier, tu es serrurier. Mais tu as été dans un lycée d'enseignement professionnel, dans la filière serrurerie? Mais une fois sur deux, si ce n'est pas 9 fois sur 10, la personne que vous avez devant vous, elle n'a pas appris la chose qu'elle fait depuis le début. Elle n'est pas, ses parents n'ont pas dit tu seras serrurier, vas-y, tu seras serrurier, toi c'est toi, tu es la filière serrurerie, voilà, t'inquiète pas, on fera attention pour que tu sois très bon à l'école. Puis tu es né en décembre, ça tombe mal parce que tu n'es pas dans la bonne année et tout, tu vas avoir le bac trop jeune et tout. Et en fait, cette personne, elle est serrurière alors qu'elle n'a jamais vu de serrurerie. Peut-être qu'elle est devenue serrurière parce que, je ne sais pas quoi, un jour, dans l'agence d'intérim, il y avait des demandes d'emploi, mais il n'y avait aucun pour menuisier. Alors il s'est dit, bon, bah, si je mets menuisier, il n'y aura pas de boulot, mais si je mets serrurier, comme le mec pensait bien qu'à l'agence d'intérim, lui, ce qu'il veut, c'est vendre une main-d'œuvre. Il n'en a rien à foutre. Alors, donc, allez, serrurier, craque, mais il se fait serrurier. Il arrive sur un chantier, parce que il faut le faire, ça. Hein. Vous rentrez sur un chantier et vous avez les mecs, personne ne se connaît. Parce qu'il y a ceux qui travaillent pour telle entreprise et tout. Donc les mecs se volent, parce qu'en effet, ils sont payés à la tâche. Alors des fois, il y a des mecs qui posent un lavabo, il y a un autre qui démonte le lavabo pour poser le lavabo ailleurs et tout. C'est un truc infernal quand vous êtes sur un grand chantier. Pas sur mes chantiers, mais sur un grand chantier, c'est infernal. Donc vous avez un mec à la sortie, vous êtes badgé, vous avez un tourniquet, vous avez un casque, des chaussures, machin, et tout, vous ne pouvez plus marcher, machin, tout. Et c'est le bagne. C'est-à-dire que vous rentrez, vous sortez, c'est le bagne. Les matériaux arrivent, on jette. Vous savez que pour faire 1 mètre carré de surface utile dans une tour à la Défense, une tour, pas partout d'ailleurs, c'est 14 mètres cubes de matière.
Donc pour ceux des architectes qui disent que les tours c'est écologique, c'est 14 mètres cubes de matière. Mais 14 mètres cubes de matière, c'est pas sur le chantier, c'est l'extraction, de l'extraction à son recyclage, c'est 14 mètres cubes de matière. Vous vous rendez compte qu'il faut 14 mètres cubes, parce que c'est pas un mètre cube compacté, c'est un mètre cube. Regardez ce que c'est qu'une benne sur un chantier. Il y a le mec qui achetait les gaines, l'autre qui achetait les placots, l'autre qui achetait les restes de moquettes, de faux plafonds, de machin. Tout ça, ça part dans un dépôt. C'est le plus grand pourvoyeur de déchets, c'est le bâtiment. Donc, quand vous dites ça, attends, moi je vais travailler avec le mec quand même qui pose. Alors, je vais lui poser la question. Avant, là, quand tu poses des faux plafonds, tu étais poseur de faux plafonds? Ça n'existait pas, peut-être à l'époque. Alors, la personne me dit, ben non, j'étais plâtrier. Ah bon, tu étais plâtrier, mais comment ça se fait? Parce que j'étais plâtrier, mais comme il n'y a plus de plâtre, moi après je suis devenu plaquiste, poser des plaques en plâtre. Alors c'est un peu comme pour moi tout à l'heure par rapport à lieu de culte. Plâtre, la plaque en plâtre, elle est plus proche de la menuiserie que du plâtre, parce que le plâtre éventuellement il est plus proche, je sais pas, de la lessive que je sais pas quoi, c'est pas possible. Alors du coup il dit ben voilà, du coup je suis plaquiste, je suis plâtrier, et plaquiste en fin de compte maintenant je pose des faux plafonds. Alors, bah oui, c'est la même chose. Bon, en fait, quand je suis devenu visseur, là j'ai une visseuse, donc je suis visseur. Alors, je suis visseur, voilà, je peux visser de la serrurerie, parce que la serrurerie, elle arrive maintenant, les profilés sont déjà peut-être assemblés, j'ai plus qu'à visser les choses entre elles et tout. Donc, il n'y a plus de réalité construite, il n'y a pas de pensée construite, il n'y a pas d'acte humain de construction et tout. Et donc, je me suis dit, je vais travailler avec eux, je vais leur raconter des histoires. En leur racontant des histoires, je vais faire des schémas pour éviter, en effet, que ça se télescope. Mais même quand on fait des plans, ça se télescope bien quand même, parce qu'il suffit de voir en effet ce qu'on jette pour s'apercevoir que rien ne concorde. Et je vais donc commencer lentement à construire, mais vous voyez, pas au sens, allez-y les gars, faites n'importe quoi. C'est qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que ce que tu sais faire peut s'assembler avec une autre personne qui sait faire, et comment ces deux choses qui s'assemblent peuvent produire quelque chose qui est inattendu pour toi comme pour l'autre, et pour moi encore plus. Et donc j'ai réinventé, si vous voulez, un dessin automatique, c'est-à-dire de dire, en gros, la parole c'est bien, c'est peut-être mieux que l'écrit, parce qu'il y a quelque chose de fugitif dans l'oral, quelque chose qui part et que vous devez retenir. Vous ne pouvez pas dire « Attends, mais tu l'as écrit, tu l'as dit, ah bon, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas dit dans ce contexte-là. Peut-être que tu interprètes un peu trop, par un réduit et tout. » Mais on peut toujours négocier. Et le dessin, je me suis dit « Je ne vais pas amener un dessin que je vais faire exécuter, mais je vais essayer de dessiner ce que je crois avoir compris. » Et donc, c'est de rétablir, si vous voulez, presque, vous voyez, comme si on disait, c'est pas la peine de savoir danser pour être danseur. Je pense que pour être danseur, il faut danser. Voilà. Et pour être musicien, il faut être musicien. Et pour être peintre, il faut être peintre. Et peut-être que pour être architecte, il faut dessiner. Alors, peut-être que c'est un dessin, en effet, qui change d'outil. C'est pas obligatoirement, voilà, peut-être un fusain ou je sais pas quoi, mais c'est quand même un dessin. C'est quand même un dessin. Peut-être que le digital voilà, limite quand même le rapport du corps à l'expression dessinée et tout. Peut-être qu'on peut mélanger quand même les deux. Et peut-être que l'un peut compléter l'autre, l'un peut précéder l'autre ou vice-versa. J'ai réintroduit la maquette comme un outil, peut-être sans échelle même. La maquette qui se fait juste pour te montrer comment le geste se fait, comment la chose s'assemble. La maquette qui fait en fin de compte le détail et la maquette qui fait l'ensemble. C'est-à-dire que la maquette, les changements d'échelle, pas de progression dans les échelles pour apparemment aller de plus en plus compliqué. Voilà. Après les matériaux, j'ai changé aussi, y compris la liberté de faire, quoi, de dire, bon, en gros, on peut se tromper. Voilà. Et au fur et à mesure que les choses se faisaient, j'ai fait les dessins qui sont des dessins mémoire, c'est-à-dire qui sont des dessins qui retiennent ce qui s'est dit et qui commencent à composer ce qui se fera. Voilà. Donc c'est un projet qui est complètement à l'envers. Et donc on m'a dit, bon, c'est bien pour faire le bar à vin de ton copain ou la petite salle de théâtre pour ton machin et tout. Alors j'ai dit, ok, tiens, je franchis une étape. Alors après, j'ai dit, je vais faire, puisque je peux faire comme ça, je vais aller plus loin. Je vais essayer de faire un équipement sportif, par exemple. Donc, il dit, il ne peut pas, machin. Hop, je fais un équipement sportif. Alors, c'est plus facile, parce qu'un équipement sportif, c'est assimilé au paysage, des fois, dehors et tout, comme ça. C'est complexe. Est-ce que c'est un espace vert, un terrain de foot ou une pelouse, quoi, voilà. Donc, j'ai fait un équipement sportif. J'ai
commencé à travailler sur les espaces publics qui sont complètement négligés, y compris de raccorder les espaces publics. Et puis après, j'ai commencé à faire des commerces. On m'a dit, bon, ben, voilà, tous les commerces de rez-de-chaussée, tout ça ne marche pas, dans les cités ou autres. J'ai commencé à faire des commerces, vous voyez, dire, bon, pourquoi, je sais pas quoi, un primeur, mettons, il peut sortir des cajots, mettre en scène les légumes, les autres, les machins. C'est assez beau, quoi. On va dire, la façade n'existe pas. C'est-à-dire que la boutique est un repli, et à un moment donné, la marchandise sort, et la marchandise devient le commerce, quoi. Et éventuellement, c'est un savoir ancestral, comment on met en scène les carottes, et tout. Et donc, j'ai commencé à faire ça sur des commerces qui ne marchaient pas dans des ZUP, comme on dit, des commerces illégaux, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de commerces illégaux, dont la drogue. Mais il y a la mécanique. Mettons, dans les ZUP, il y a plein de gens qui font des changements, des vidanges, des changements de moteurs et tout, qui travaillent à l'air libre. Si vous voulez. Donc j'ai réintroduit des commerces de rez-de-chaussée juste dans des auvents. Mais avant, ça existait dans les portes cochères et tout. Des boulangeries, on peut faire le pain dehors parce qu'on n'a pas le droit de faire dedans. Enfin, exemple ça, construire des fours et tout. Ouais. Et donc, du coup, petit à petit, j'ai fait des choses que les autres ne voulaient pas faire, les autres ne savaient pas faire, et j'ai monté les échelles. Un jour, j'ai même fait un centre commercial, parce qu'il allait être rasé, et donc, c'est Alexandre Chemetov, sur l'île de Nantes, qui me dit, écoute, on ne peut pas s'en sortir, il y a un grand centre commercial, il était un centre commercial de périphérie, et maintenant, avec l'île de Nantes, il devient un centre commercial de centre-ville. Et donc, il faut le démolir, et ça coûte tellement cher de dédommager les gens pendant le temps où... Voilà. Donc, le promoteur, qui est la CGC, voilà, qui est un des plus grands promoteurs de centres commerciaux, veut pas payer, donc il y a un conflit, le maire veut qu'on attaque et tout. Est-ce que toi, tu aurais une solution? Je dis, moi, non, j'ai jamais fait de centres commerciaux, mais enfin bon, j'ai quand même vu des marchés forains. Pas déconner quand même. Alors, du coup, il me dit, est-ce que tu accepterais de rencontrer le diable? Alors, je dis, mais c'est qui le diable? Il me dit, bah, c'est le PDG de la CGC. Alors, je dis, bah, il est où? Il me dit, avenue de l'Opéra. Je dis, bon, je vais bien aller le voir. Moi, j'ai jamais vu le diable, je vais bien aller le voir. Bon. Donc, je m'en doutais. Donc, un soir, bien sûr, à 19h, je ne suis pas venu aux heures de bureau. Quoi, hein. Le mec était tout seul dans son bureau et tout. Et il peut imaginer le bureau d'un PDG de la... Tout est beau. Là. Tout ce qu'il fait, c'est moche, mais là, tout est beau. Il a le plus beau siège en cuir, il a une photo, il a une Harley Davidson, il va en vacances à Bali, il se fait prendre en photo avec des trucs, des palmes et de la paille et tout. Tout est beau, là. Du coup, il y a des beaux objets, des tableaux, tout est beau. Il y avait même des chaussures vernies, la gourmette, la totale. Alors, du coup, il me dit, qu'est-ce que vous feriez? Alors, parce qu'apparemment, c'est impossible. Donc, c'était un truc qui était une boîte à chaussures. Mais cette boîte à chaussures, elle était au centre d'une parcelle. Et Alexandre Chemetov voulait refaire des partitions dans cette parcelle pour redonner une échelle urbaine, comme on dit. Alors, du coup, j'improvise, je dis, écoutez, moi, ce que je ferais comme les archives nationales. Je ferais un grand mur tout autour de la parcelle, mais alors vraiment un mur total, un îlot complètement étanche comme ça, et puis tous les espaces qui restent, je les bourrerai de commerce supplémentaire. Il me dit, non, c'est pas vrai. Il me dit, alors il dit, Alexandre, vous amenez un mec là, qui est à la marge, et lui, il propose de faire plus de surface. Non, mais attends, moi, tout de suite, je le fais. Je dis, oui, mais attention, le mur. Il faut qu'il soit vachement beau. Hein. Donc, moi, je veux bien travailler sur le mur, mais le mur, hein, je vais vous dire comment je vais le faire. Alors, il me dit, non, mais ça, je m'en fous. Non, je m'en fous. Vous m'avez donné l'idée. Vous êtes copain avec le maire de Nantes. C'est sûr qu'il va accepter votre projet. Donc, moi, ce que je veux, c'est garder la parcelle. Alexandre trouvait ça bien. Puis, on y va. Alors, du coup, j'ai travaillé sur comment faire une paroi périphérique qui serait une paroi semi-transparente qui verrait derrière un reste d'un vieux centre commercial dont, à l'époque, il avait été très beau. Il était en carrelage blanc, buchetal. L'autre était en bardage doré parce que c'était la mode. L'autre était comme ça, comme ça. J'ai dit, bon, on va faire un truc autour. Et on va bourrer, mais on va le lever pour faire comme un grand parking en dessous parce qu'il y avait des dépôts et tout. Et donc, on va faire comme une rue, une place publique. Faire un grand parking, un grand mile de parking, et on supprime tous les espaces techniques et tout, et on monte dans le centre commercial, et on fait des travaux en espace occupé. C'est-à-dire qu'on ne déplace aucun commerçant.
Parce que dans une rue normale, c'est pas parce que vous refaites la boulangerie qui devient une banette que vous fermez toute la rue. Voilà. Comme ça, on fait la banette, et puis c'est tout. Puis un McDo il devient, puis un Halal vient, et on ne ferme pas la rue. Donc on va faire chier les commerçants, on va faire de la rue commerçante fermée une vraie rue. On va faire des rubalises, là, comme ça, là, des rubalises, machin, une palissade, et puis rien qui fait ça, ça fait du bruit, ça fait du bruit, ça fait de la poussière, comme dans une rue normale. Et vous voyez, donc, et je l'ai fait, hein, donc, c'est-à-dire que le raconter autrement, vous voyez, il faut débloquer une situation qui est sans imaginaire, une situation qui est sans plaisir, une situation qui est sans réel, parce que c'est sans réel non plus. Vous voyez, démolir un centre commercial qui a été construit pour faire, même, je ne sais pas dire du mal d'Alexandre, mais c'était plus fort que lui, il voulait le couper en 4. Il dit, mais attends, Alexandre, voilà, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, tu n'as pas coupé la Bibliothèque nationale à Paris, ni le Louvre, au prétexte que voilà, c'était le palais de Catherine de Médicis et que ça fait chier cette grande barre. Il faut la couper. Voilà. La rue de Rivoli, ça fait chier, il faut la couper. Voilà, trop dense, la rue de Rivoli. Alors du coup, c'est assez marrant, vous voyez, vous le réhabilitez, tout ça, tout le monde dit, ah, putain, on aurait dû y penser plus tôt, et tout, machin. Voilà, c'est pour ça, c'est pour vous dire, il faudrait que vous vous mettiez toujours dans une situation espiègle, et peut-être même dans une situation, les gens n'aiment pas ça, mais d'incompétence. Vous voyez, quelquefois, c'est de dire, je ne comprends pas. Vous voyez, il faut oser dire, je ne comprends pas. Voilà. C'est pas que je ne comprends pas parce que je suis bête, j'ai pas compris, mais ce que vous me dites, je ne comprends pas. Voilà. Vous êtes en train de me dire un truc. Moi, j'apprends le matin qu'il faut arrêter de démolir ou qu'il faut arrêter pour le réchauffement climatique de jeter, et je ne comprends pas. Vous êtes en train de me dire de faire ce qu'il ne faut plus faire pour ne pas faire ce qui va arriver. Je ne comprends pas. Donc, monsieur le maire, je ne comprends pas. Voilà. Monsieur le promoteur, je ne comprends pas. Voilà. Monsieur le riverain, je ne comprends pas. Vous voyez, quand j'ai fait le lieu unique à Nantes, qu'est-ce que les gens veulent? Ils veulent de l'animation. Voilà. Alors, de temps en temps. Mais pas des portes qui claquent à la fin d'une soirée. Hein. Pas de jeunes qui resteraient sur l'espace public tard le soir pour fumer et parler. Donc ils veulent de l'animation, mais ça serait une animation où il y aurait éventuellement voilà, le commerce qui ouvre à 14h30 et qui ferme à 17h, et la pharmacie à 19h pour avoir le temps, mais pas d'animation. Et donc quand j'ai fait le lieu unique, le règlement pompier, il faut le lire, on pourrait faire des lectures du règlement pompier. Il est dit, admettons, que quand il y a un bâtiment public se fait, il faut qu'il y ait 2 façades accessibles par le pompier. Alors vous pouvez le comprendre. Si la première est en feu, il faut mieux qu'il y en ait une deuxième. C'est pas con comme logique. Mais moi, mon bâtiment, il avait que 3 façades. Parce que c'était un triangle. Alors moi, j'étais voir le pompier. Je lui ai dit, mais j'ai un problème là. Il me dit, non, moi je ne vous parle pas. Déposez votre permis de construire, on verra après. Je dis, non, mais j'ai un problème. Avant de le déposer, monsieur, il faut que je vous voie quand même. Moi, j'ai que 3 façades. Alors, vous m'en prenez 2, vous m'en prenez qu'une? Il me dit, bah oui, c'est une bonne question, mais écoutez, le règlement, c'est 2 façades. Je dis, mais oui, mais d'accord. Vous voulez qu'on aille voir le bâtiment? D'un côté, il y a un toboggan qui a été mis pour les voitures, et l'échelle, elle ne tourne pas, donc cette façade-là est morte. Mais moi, elle ne m'intéresse pas, parce qu'elle est bruyante. L'autre façade, il y a l'Erdre, il y a une rivière. Et donc cette façade, là pareil, elle est en pente, on ne peut pas. Donc il ne reste que la 3e façade, et qui, elle, a vue sur les nouveaux logements. Donc, c'est laquelle qui est accessible? Il me dit, écoutez, vous voulez que je vous dise un truc? Je vais vous dire un truc, vous n'y arriverez pas. Mais je vais dire ce que je veux, moi. Vous rendez piéton les 2 façades, les 2 dernières dont vous venez me parler, celle qui donne sur l'Erdre et celle qui donne sur les logements. Mais vous n'y arriverez pas parce qu'aucun élu, en fonction des logements qui ont été vendus, ne voudront faire une déclaration piétonnière parce que les gens se garent là, parce que le parking public, il est trop cher. Donc, je vous demande un truc, juste pour vous dire que vous venez me voir parce que, soi-disant, c'est con d'avoir 2 façades sur 4, mais moi, je vous dis que tout le monde est con parce qu'il suffirait que j'ai ces 2 rues accessibles pour que je les considère comme bonnes, mais vous n'y arriverez pas. Alors, moi, je suis allé voir tous les élus, je dis, écoutez, il y a un problème. Voilà, pour gagner et avoir le permis de construire, il faudrait rendre ces 2 façades piétonnes. Et on a fait des débats publics, justement, sur le bruit qu'apporterait donc l'activité piétonne, mais en même temps, la possibilité avec ça que j'allais faire sortir le public
quand il y avait des soirées au lieu unique, du côté du chemin de fer. Et que donc, je ferais moins de bruit que le chemin de fer. Et donc, les gens acceptaient les trains de nuit de marchandises. Pourtant, c'est infernal, parce qu'ils sont très longs, et ça n'arrête pas. On se demande comment ça va s'arrêter. Puis ils passent toute la nuit comme ça. Et moi, en fin de compte, j'allais faire moins de bruit. J'avais fait des relevés donc acoustiques. Et donc, du coup, vous voyez, j'ai retourné le règlement pompier, le règlement d'usage. Et en fin de compte, si vous alliez au lieu unique, jamais personne n'aurait pensé que l'entrée serait du côté des chemins de fer. Et en étant du côté des chemins de fer, j'ai raccordé le lieu unique avec la ville. Voyez. Donc, c'est pas pour dire qu'on réussit à chaque fois, mais si on met à chaque fois les tenants et les aboutissants des choses, et qu'à chaque fois on démêle cet imbroglio absurde, c'est pas de la complexité, c'est du cynisme. Voyez. Si c'était de la complexité, de la vie humaine, de nos rapports sociaux, pourquoi pas? Mais là, c'est du cynisme. Et donc, il faut absolument combattre ça. Alors, je ne sais pas si je suis dans les temps, mais 17. Comme je ne passe jamais de photos, parce qu'en général, les architectes passent des photos. Vous voyez, donc, c'est la galerie des photos, des ranana, les plans, personne n'y comprend. Moi-même, je ne comprends pas mes plans. Donc, voilà, des plans, des coupes. Alors là, une coupe, on n'en parle pas. Et perspectives axonométriques, alors ça, c'est encore pire. Parce que, donc, et alors, du coup, on passe des photos et tout. Là, j'ai quelques photos, mais j'ai quelques photos sur il y a des choses à moi, mais on ne passera pas sur ça. Sur un travail que j'ai fait quand j'étais à Nantes, parce que j'ai beaucoup travaillé avec l'école d'architecture de Nantes, quand j'ai fait pas mal d'équipements à Nantes. Et après, il y a des architectes de Nantes qui ont été dans le mouvement de Notre-Dame-des-Landes. Donc, contrairement à ce qu'on croit, et au même titre que tous les ouvriers sont sans intérêt, et voilà, tous les jeunes à la marge sont dangereux, il y avait à Nantes, comme il y avait à la jungle de Calais, il y a en fin de compte une population qui est identique à nous. C'est-à-dire que vous-même, imaginons que demain il y a un drame en France, une guerre et autres, vous prenez la route, vous partez, vous apparaissez comme un migrant ou une migrante, mais voilà, vous êtes issu d'un milieu social, à part les très très riches, les diasporas qui peuvent partir, il y en a plein voilà, qui restent, qui partent, et ce sont les mêmes. Et c'est assez drôle, on nivelle tout le monde, et on pense qu'on ne peut pas leur parler. Ce sont des migrants, c'est horrible. Donc à Calais, mettons, moi j'avais retrouvé des architectes, des photographes, des journalistes, voilà, des médecins, des gens qui avaient même travaillé dans des camps à Beyrouth et tout. Et on avait démontré auprès du préfet qu'il y avait peut-être là un quartier écologique, un écoquartier, puisqu'ils avaient tout construit en récupération. Il y a peut-être un vrai écoquartier avec des gens qui avaient pris en main leurs affaires et tout. Et bon, on n'a pas réussi. Et donc, après, j'ai soutenu beaucoup Notre-Dame-des-Landes, d'ailleurs contre le maire de Nantes, avec lequel j'avais pourtant de bonnes relations, qui était pour, bien sûr, la construction de cet aéroport. Alors, vous le savez, la décision de construction de cet aéroport datait de 45 ans, 47 ans. Entre-temps, il s'est passé plein de choses, dont un truc très simple, le TGV, on pourrait dire, voilà, et que le TGV allait quand même de plus en plus vite, où il y avait de plus en plus de fréquences, et qu'en gros, on pourrait presque dire qu'un jour, sans parler de la défense des petites grenouilles ou je sais pas quoi, des sauterelles et tout, simplement, on pourrait simplement dire, tiens, c'est drôle. Pendant le temps, on a eu du mal à mettre en place le nouvel aéroport parce qu'il fallait fermer l'ancien qui était en centre-ville, enfin proche du centre-ville, et ouvrir un nouveau loin du centre-ville pour éviter les bruits et faire de là-bas une plateforme performante. Tout ça, ça prend du temps, il faut exproprier, machin, il y a des recours et tout. Et entre-temps, le TGV arrive. Et donc, moi, j'arrêtais pas de dire au maire, mais dans le TGV est là, moi-même, je viens en TGV, je viens pas, pourquoi je viendrais en avion à Nantes, et puis même les liaisons entre Lyon et Nantes, est-ce que réellement on les connaît, quoi? Je veux dire, c'est pas possible. Mais personne ne voulait revenir sur la décision qui avait été prise. On est moderne, on est dans le progrès, on lance la machine économique, on la soutient et tout. Nantes doit devenir une métropole, machin, il faut l'aéroport. Et donc il y a des jeunes qui décident de s'opposer à cela. Mais dans ces jeunes, il y avait une très grande diversité. Il y avait
voilà, des fouteurs de merde utiles, mais qui étaient là pour faire chier un projet inutile. Et puis il y avait des gens qui étaient là parce qu'ils avaient envie peut-être de regarder écologiquement ce que c'était, d'autres qui voulaient peut-être faire de l'agriculture autre qui n'existait pas il y a 47 ans. On n'avait jamais pensé faire de l'agriculture sur des terres humides, par exemple, alors que maintenant on pense que voilà, la terre humide, elle est pas mal quand même. Et donc, moi, j'avais décidé de les soutenir. Donc on m'a totalement reproché, qu'est-ce que tu soutiens, enfin, plein de gens au ministère de l'équipement et tout, c'est invraisemblable que tu soutiennes ça. Avec Gilles Clément, on a donné presque notre soutien aveugle, considérant qu'ils avaient raison sur le principe. Et donc, un jour, ils gagnent parce que, en effet, quelqu'un pense que peut-être que l'aéroport tel qu'il est programmé, sera déficitaire. Mais personne ne le dit. Personne ne dit, oui, mais maintenant, tu comprends, on l'a donné en concession à Vinci, et Vinci demande une garantie de recette dans la concession, et donc il va nous demander de l'argent parce que ça ne va pas marcher. Et donc on va peut-être devoir, peut-être même, interdire la liaison SNCF. On va dire que ce n'est pas la peine de dépenser de l'argent encore sur le TGV, parce qu'il faut laisser encore une place pour l'avion. Et donc, du coup, Vinci, de son côté, se dit, c'est pas sûr quand même que je gagne sur cette garantie de recette, parce que c'est compliqué comme clause. Il peut y avoir des clauses extérieures, je veux dire, la collectivité n'est pas responsable de la baisse du trafic et tout. Pour le TGV, oui, mais pas d'autre chose. Imaginons, sur des raisons écologiques, les gens ne prennent plus l'avion, je ne sais pas quoi. Donc, Vinci commence à s'apercevoir qu'il aurait plus d'argent en rompant le contrat. C'est qu'il y avait une clause de rupture de contrat qui était entre 80 et 150 millions, et que donc la rupture de contrat, si elle venait pas de leur fait, mais donc de l'État, ils pouvaient toucher 120 millions alors qu'ils n'avaient rien fait. C'est quand même, il y a un mec qui a dû faire quand même les calculs. Il y a le pactole, là, le mec. Il y a 120 millions pour qu'on ne fait rien. En plus, on va se faire chier après avec les mecs qui vont tout le temps s'enchaîner truc. Peut-être. Et donc, à un moment donné, il y a un concours de circonstances, et personne ne le dit. Hein. Il y a un concours de circonstances qui dit, voilà, les mecs, on y va doucement, peut-être que l'aéroport, il y a De Rugy qui veut devenir ministre et tout, hop, il se retire un petit peu, et machin, il y a un changement de mairie, Jean-Marc Ayrault passe la main, Jean-Marie Roland, hop, tout ça, il y a un petit déplacement. Et il y a une préfète remarquable, qui s'appelle Nicole Klein, qui, elle, sur le terrain, vous savez, quand vous êtes préfète, alors on met en général d'ailleurs, en préfet de région, on ne met jamais de femmes, il n'y en a qu'une, mais en préfet de département, non, on met des femmes. Parce que là, il faut se coller le social, comme on dit. Alors là, on dit c'est le plafond de verre est crevé, mais il s'arrête quand même. Alors elle, Nicole, on la met là, et on lui dit, Nanette, t'y vas, c'est toi qui négocies. Alors elle y va, elle discute avec des jeunes, c'est presque ses enfants. Il y en a un, il dit, attends, moi je suis ingénieur agronome, j'ai fait ça. Elle découvre d'un seul coup, en discutant avec eux, qu'il y a des avocats, il y a des machins et tout. Il y a des gens presque qui ont fait l'ENA, comme elle. Quoi. Donc, du coup, elle se dit, mais c'est impensable. Et elle décide de négocier. Elle dit, en fin de compte, on pourrait, par la négociation, faire en sorte que le projet ne se fait pas, mais pour éviter qu'il y ait une prise en main trop excessive, trop violente, on pourrait négocier avec ceux qui veulent avoir des activités agricoles à cet endroit. Alors, elle commence, non, elle s'aperçoit qu'il n'y a pas de formulaire correspondant, et donc elle invente un formulaire, comme ce que je viens de vous dire pour moi. Elle dit, enfin, ça n'existe pas, on va commencer à le faire ensemble, tiens, et ça veut dire que vous voudriez ne pas être propriétaire, mais être exploitant, vous voudriez pouvoir vous mettre en coopérative, tout ça n'existait pas. Alors elle le fait. Et puis, bon, il y a certains qui disent à ceux qui négociaient, vous êtes des traîtres et tout, il ne faut pas négocier et tout, machin. Voilà. Donc ils se font lyncher à l'intérieur. Moi, je suis allé faire des conférences là-dedans, ils étaient lynchés et tout. Bon, mais on dit, attends, on peut discuter quand même. Le but, c'est que ça ne se fasse pas. Vous êtes d'accord? Le premier but, c'est que ça ne se fasse pas. Donc le deuxième, si jamais ça pouvait permettre de faire de l'agriculture autrement et que des gens qui ont lutté pour faire de l'agriculture soient des agriculteurs, ok, on tombe d'accord. Vous vous rendez compte qu'à ce moment-là, il y a la Chambre d'agriculture qui dit « Ah non, on ne peut pas donner à des agriculteurs qui ne sont pas agriculteurs. Il faudrait qu'ils aient un diplôme d'agriculteur. » Mais comme eux, là, ils voulaient faire une agriculture autre, ils ne pouvaient pas avoir un diplôme, puisque l'institution ne donne pas le diplôme de ce qu'ils veulent faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se manifestent. C'est pour faire autrement. Alors du coup, on a négocié et tout. Bon, enfin, toujours est-il qu'elle arrive, elle avait Nicole Klein, et un ministre de l'Intérieur lui dit « Écoute,
tu t'es fait, c'est le syndrome de Stockholm, tu es devenu ami avec le détenu, quoi. Donc ça va, tu dégages. Alors il la dégage, et donc maintenant elle travaille avec moi. Voilà. Donc j'ai une préfète. Voilà. Donc c'est formidable, parce que maintenant quand je me déplace avec ma préfète. Voilà. Elle est à la retraite comme moi, et donc on n'en a rien à foutre. Voilà. Alors, j'ai fait un livre avec un enseignant, un architecte qui est enseignant dans un lycée d'enseignement professionnel à Vitry, où on enseigne le paysage. Et lui, il a fait un département alternative urbaine, en poste, je ne sais pas comment on dit, le poste, je ne sais pas quoi, après le bac, 2 ans après le bac. Et Christophe Laurence, c'est drôle, d'un lycée qui était donc très dévalorisé, Adolphe Chériou à Vitry, il en a fait un lycée d'excellence. C'est-à-dire que maintenant, si on veut apprendre l'alternative urbaine, c'est comme à Louis-le-Grand, si on veut faire ça, je ne sais pas quoi, ben là, si on veut faire ça, on peut aller qu'à Vitry. C'est assez drôle. En 15 ans, il a retourné, par cette formation unique, il a retourné la vision de cet enseignement. Alors du coup, on a décidé que peut-être des étudiants dans un lycée d'enseignement professionnel qui travaillent sur l'alternative urbaine pourraient faire un travail sur le Notre-Dame-des-Landes. Donc ça a été compliqué parce que les zadistes ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas qu'il y ait de relevés, ils ne voulaient pas que ce soit institutionnalisé. Donc on a négocié pendant longtemps et on a convenu que ça serait quand même pas mal. Et on a bien fait parce qu'une partie de ce qu'on a relevé était démolie. Mais la question c'était comment on dessine. On revient un peu au sujet puis j'arrête. Alors du coup, moi j'ai dit, on dessine comme ça. Dessiner comme ça, vous avez dû vous rendre compte, ça fait très vite dessin du dimanche, quoi. Ça fait le mec, l'architecte qui croit qu'il est Corot, quoi, ou je sais pas quoi, ou Monet, l'aquarelle c'est nul, le dessin c'est nul et tout. On a vu que tout de suite ça serait très laid. Et donc on a dit en fin de compte, on va dessiner comme des relevés, mais ils ne voulaient pas qu'on relève. Donc on a fait des relevés comme avant, des relevés à l'œil. Vous faites une pige, vous savez que ça fait à peu près tant, ça fait à peu près tant, vous dessinez. Et après, on a fait numériser ces dessins, mais vraiment par un seul mode de représentation numérique. On a pris un dessinateur ordinateur qui a en fin de compte pris tous les dessins faits par tous les étudiants et qui a fait qu'un seul modèle de dessin, assez sec, vous voyez, avec un seul personnage, un seul type d'arbre et tout, mais on retrouve les maisons telles quelles. Et donc on a dit on va faire un livre. Bon, moi j'avais une possibilité de faire une édition, ça n'a pas marché, et donc on a lancé une souscription, comme on dit maintenant, pour éditer. Et on a été très surpris, on a reçu l'argent en 15 jours. Donc on a bien vu qu'il y avait un sujet, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, qui est intime, qui est en vous. Et d'un seul coup, vous voyez que vous pouvez donner 100 €, et grâce à 100 €, on va pouvoir éditer un livre. Et nous, on avait quand même dit, ces 100 €, c'est un achat du livre. C'est-à-dire que le livre, en fabrication, il coûtait 30 € à peu près. Donc voilà, vous donnerez 100, mais vous aurez un livre. On a eu le temps, on a trouvé du coup un éditeur, parce qu'avec l'argent, on trouve un éditeur, un bon éditeur, locaux, qui fait des livres d'art et tout, qui fait un très beau livre, qui s'appelle Le métier de vivre. Et moi, j'ai écrit un petit texte, Christian fait un texte, et puis on a mis les dessins, les étudiants ont écrit un texte et tout. Et le livre, on l'a mis en vente, et il a été épuisé en 1 mois. Et donc, normalement, on dit tout le temps, les livres ne se vendent pas, les livres d'architecture ne se vendent pas, un livre sur Notre-Dame-des-Landes, ça ne se vendra pas, machin, aucun éditeur ne voulait tout. On l'a vendu donc en 1 mois, et personne n'a réclamé de ceux qui avaient donné un exemplaire. Donc non seulement les gens donnaient 100 €, mais ils ont sûrement été parmi ceux qui ont acheté des livres. Vous voyez, comme quoi, il y a quelquefois là aussi une solidarité ou une façon de faire à laquelle vous allez être associé, et il faut absolument que vous vous mettiez dans ces voies-là. Voilà. Alors je vais vous montrer 2 photos. Alors Cyril Weiner, qui est un très grand photographe de délaissés urbains. Donc derrière moi, il y a une photo que j'adore de lui. Hein. Donc il fait tout ce qui est l'envers de la ville. Tout ce qui, bon, ça c'est toute une série qu'il a fait sur les murs, les palissades et autres. Et alors après, comment je fais? Donc Boris, tu peux appuyer à ma place? J'ai jamais touché un ordinateur de ma vie. Ni un violon. Hein. Alors vas-y, passe la suivante et je vais voir ce que c'est la suivante. Non, ça c'est un bâtiment que j'ai fait. Et ça, c'est un bâtiment que j'ai fait sur un lapsus d'un très grand musicien, Slava Rostropovitch, qui voulait une tente en bois. Et le commanditaire m'a regardé et m'a dit « Est-ce que ça existe ?» Et j'ai dit « Oui, c'est une grange. » Donc j'ai fait un bâtiment musical
Ça s'appelle la Grange au lac. Donc, qui a 30 ans. Donc, ça, c'est pareil, vas-y, passe. Ça, c'est voilà. Ça, c'est Zingaro. Donc, passe. On va trouver sur le... Ça, c'est la condition publique. Ça, c'est le lieu unique. Ça, c'est le lieu unique à Nantes. Voilà, ça, c'est un délaissé sur lequel je travaille depuis 30 ans à Nanterre, qui s'appelle la Ferme du Bonheur. Et on est implanté sur tous les délaissés entre la fac et le grand axe historique. Voilà, donc Roger des Prés, voilà, Roger à poil. On fait des hammams, ou des bains, ou des spectacles dehors. J'ai introduit l'idée d'un ERP vert. Parce que on n'a pas le droit de faire un théâtre, mais si le théâtre est vert, enfin, il est comme une gloriette, il échappe au règlement ERP. Vas-y, je voudrais montrer un truc. Voilà le théâtre. Là, c'est le théâtre le moins cher, 1000 francs. On l'appelle le favela théâtre, mais on joue. Tout le monde est avec des couvertures, on a des feux, et on est près de la voie de l'A86. On entend les pompiers, la prison d'à côté et tout, mais en fin de compte, il n'y a pas de chauffage, rien du tout, mais c'est un théâtre, on fait énormément de spectacles. Voilà. Vas-y, passe. Ça, c'est un cirque. Ça, c'est le Grand Palais que j'ai réouvert. Ça, c'est l'Académie d'art équestre à Versailles. Alors, ça, c'est la friche de la Belle de Mai à Marseille. Voilà, c'est comment occuper une friche industrielle en faisant le moins possible. Là, c'est la Biennale de Venise quand j'étais donc commissaire. Là, c'est donc une friche à Calais. Là, c'est un cirque à Calais. Là, c'est une école. Là, c'est une école foraine. On pouvait faire une école dans des algécos, et j'ai refusé de faire des algécos. Et j'ai dit, puisqu'on veut faire des algécos, on peut faire donc une école anormale. Donc j'ai fait une école, en fin de compte, en disant, en rigolant, chaque classe pourra devenir une maison. Donc j'ai fait des petites maisons qui sont devenues des classes. Et du coup, maintenant, tout le monde veut... Et entre les deux classes, il y a le futur garage, c'est l'atelier commun aux deux classes. Et donc, à côté, vous voyez une cité qui a été construite par Prends-la des cours, de danse, mais un peu pour le faire chier. Enfin, je me suis mis dans une parcelle pour dire qu'il pouvait y avoir un équipement scolaire rural, parce que c'était un monde rural. Donc, j'ai gardé tous les arbres fruitiers, ce qui est interdit, parce que les arbres fruitiers dans les cours d'école, les enfants peuvent se battre en se lançant des fruits. Donc, c'est interdit. Voilà. Et les branches, c'est dangereux, parce que ça peut tomber. Voilà. Donc, du coup, là, j'ai obtenu de garder les arbres fruitiers. Il y a des noyers, des cerisiers et tout. Et après, j'ai fait une cour d'école où on ne peut pas jouer au foot. Parce que toutes les filles se plaignaient des cours d'école qui leur sont totalement exclus. Et donc, j'ai fait que des cours d'école, la cour d'école, qu'avec des endroits pour se cacher, ce qui est normalement interdit. Ça, c'est une chambre d'amour. Ça, c'est un bâtiment des musiques actuelles dans un port. C'était interdit. Voilà. Alors, non, vas-y. Ça, c'est mon agence, tiens. Ça, c'est un bureau. C'est une des agences. Voilà comment c'est une agence. C'est une table qui est une salle de réunion et qui est un bureau, mais dans lequel il y a tout un fourre-tout. C'est pas un bureau. Il n'est pas affecté, quoi. Donc, ça, c'est les collectes d'objets. Les maquettes qui reviennent des chantiers. Les carnets de croquis. Alors ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est le centre Pompidou Mobile. Pompidou Mobile. Ça c'est un restaurant 2 étoiles là, que j'ai fait pour un jeune chef qui est là. J'ai presque fait tout moi-même. Là. Là ce sont les chambres de ce restaurant. Ce sont des huttes de chasseurs. Ça ce sont les tables du restaurant. Ça c'est le restaurant. Voilà, les chambres sont cachées comme ça. Ça, c'est Lucien Kroll, c'est le plus grand architecte et sa femme. C'est Lucien et Simone Kroll, en 96 ans. Ça, c'est l'université foraine. C'est un bâtiment que je démonte et que j'emmène sur les chantiers pour faire cours. Donc, ça, je fais des réunions publiques dehors. Donc, je fais des conseils municipaux dehors. C'est-à-dire de dire, en fin de compte, on fait le conseil municipal là où il y a le sujet. C'est-à-dire qu'on emmène tous les élus là où il y a le sujet. Là, c'est un concours qui avait été gagné par l'agence Terre à Rennes. Et donc, c'était de débattre que le déjà là était plus beau que le projet. Donc, voilà, regardez le déjà là. On a tout nettoyé nous-mêmes. C'était une friche, c'est une friche paysagère. C'était un ancien domaine qui avait été transformé en gravière. Et on a retrouvé les espèces d'origine, on a tout nettoyé. Et on a réuni le conseil municipal dans une clairière qui avait sûrement dû être par un très grand paysagiste. Et on a dit, en fait, il n'y a rien à faire, tout est là. Quoi. Voilà.
ça, c'est donc comment... Ça devait être un écoquartier, tout devait être détruit. Donc, on a gardé les bâtiments et on a, comme si on avait prolongé les maisons. On a mis tout le confort derrière, les salles de bain, les cuisines, les chambres supplémentaires et tout. Et voilà Notre-Dame-des-Landes. Donc, ça, c'est une maison qui a été détruite d'ailleurs. Voilà, c'est cette maison. Là, c'est l'observatoire qui a été détruit aussi. Voilà, c'est le berger à Nanterre. Nanterre, oui, ça, c'est la garde républicaine. C'est les logements sociaux de la garde républicaine. On appelle ça le champ de la garde. Et on a retrouvé un vannier qui vient chercher les roseaux chez nous et qui fait des paniers. Voilà, donc les tours de Hayot, qui vont d'ailleurs être complètement salopées, parce que même ça, moi si j'étais contre, aujourd'hui il y a quelqu'un qui vient d'avoir le projet pour les réhabiliter, et il réhabilite toutes les tours avec un bardage aluminium. Vous vous rendez compte, quand ces tours qui étaient quand même colorées, avec ces fenêtres qui sont des larmes et tout, comment peut-on dire qu'on va garder Émile Hayot, quoi. Donc nous on vient avec les moutons là, on refait tous les murs en pierre, tout ce qu'on ramasse sur les gravats de la Défense, on rebâtit complètement un jardin. Il y a à peu près 40 bénévoles qui viennent tous les week-ends, et donc on fait tous les murs. C'est le mur du RER, le RER passe en haut. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous abandonne. Non, mais vous pouvez ne pas parler, mais Baptiste, tu peux prendre